La question qu'on m'a demandé de traiter est une question qui paraît paradoxale dans une salle où il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vue ou qui sont malvoyants ou qui ont des problèmes de vision. La technologie, la science, la médecine, la recherche scientifique va-t-elle faire disparaître la cécité dans les décennies qui viennent? C'est une question fondamentale pour tous les citoyens, puisqu'on sait à quel point les pathologies dégénératives de la rétine aujourd'hui sont prégnantes et ont une forte incidence. L'ophtalmologie est en train de changer radicalement. Il y a 100 ans, c'était une science d'observation et de prescription de lunettes. C'est en train de devenir aujourd'hui une spécialité ultra technologique, utilisant tout le spectre des technologies les plus modernes. L'ophtalmologie est en train de vivre un virage technologique extraordinaire et de devenir probablement la spécialité médicale la plus technologique et la plus avancée. On le doit au développement de ce qu'on appelle les technologies NBIC. N pour nanotechnologie, ce sont les technologies qui agissent au niveau du milliardième de mètre. B, biotechnologie, et notamment la génétique. I, l'informatique, et on va voir à quel point l'informatique est fondamentale dans l'ophtalmologie moderne. Et puis C, c'est la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Nous vivons 3 vagues technologiques aujourd'hui. Le développement des composants électroniques, qui a commencé avec les implants cochléaires, puis les implants intracérébraux, aujourd'hui les premiers implants rétiniens, les premières rétines artificielles, les lentilles intelligentes, les organes artificiels électroniques comme le cœur artificiel, et puis les bras bioniques comme les premiers ont été implantés cette année. Le développement des lentilles intelligentes est assez rapide aujourd'hui, notamment dans le cas des troubles de la glycémie, la lentille développée par Google, qui est aujourd'hui codéveloppée par Google et par Novartis. À côté de l'électronique, il y a le développement de l'ingénierie du vivant. L'ophtalmologue est également en train de devenir un ingénieur du vivant, au travers des technologies de modification de l'ADN, lire l'ADN et corriger les anomalies de l'ADN, et vous savez que beaucoup de cécités sont d'origine génétique, le développement des cellules souches, l'ingénierie cellulaire, pour régénérer, réparer les tissus à partir de nouvelles cellules, et puis l'ingénierie tissulaire, qui constitue à refabriquer des organes entiers, comme vous le savez, les premières rétines, par exemple, produites en éprouvette, ont été réalisées et ont fait la couverture de la grande revue scientifique Nature il y a quelques mois. Le coût du séquençage ADN, c'est-à-dire la lecture des 3 milliards de bases chimiques de nos chromosomes, s'est effondré, est passé de 3 milliards de dollars pour le premier séquençage à 1000 dollars et vaudra demain 100 dollars, ce qui va permettre de faire des diagnostics génétiques en ophtalmologie à des coûts extrêmement faibles. Le nombre de personnes séquencées atteint aujourd'hui plusieurs millions et tous les gens atteints de cécité d'origine génétique auront un séquençage de l'ADN d'ici 2020. Ils devraient même déjà l'avoir s'il n'y avait pas de problème économique à la sécurité sociale. À côté de la lecture de nos chromosomes, il y a la modification, la correction des anomalies génétiques, avec des enzymes comme les TALEN ou les CRISPR qui sont capables de lire un motif d'ADN et de le changer, c'est-à-dire de corriger une anomalie de nos chromosomes. Là encore, ces 2 petits singes que vous voyez ont fait l'objet de multiples manipulations génétiques par la nouvelle technique qu'on appelle la technique des CRISPR, et qui est extrêmement peu coûteuse et qui devrait permettre, dans les 10 à 15 années qui viennent, de corriger un nombre significatif d'anomalies génétiques de la rétine. Malheureusement, pas demain matin,
ni après-demain matin, plutôt à l'horizon 2020-2030. Les cellules souches, qui ont fait des progrès très importants, et cette image provient d'une équipe du professeur Sahel, vont aussi permettre, les premiers essais cliniques sont en cours, de corriger un certain nombre d'anomalies de la rétine. Et dans la DMLA, il y a quelques résultats qui sont encourageants, même s'ils sont extrêmement préliminaires. Troisième vague technologique, les nanotechnologies, la nanomédecine, c'est-à-dire d'agir avec des tout petits implants à l'échelle du milliardième de mètre, des petits moteurs, des petits capteurs, qui vont, à partir de la prochaine décennie, apporter des solutions en ophtalmologie, là où nous sommes aujourd'hui encore en impasse. Le séquençage de l'ADN, c'est à partir de maintenant. Les cellules souches et la thérapie génique, ça va être démocratisé à partir de 2020. La nanomédecine, les nanothérapies, c'est un petit peu plus loin, c'est à partir de 2025. Le détonateur de toutes ces technologies, de cette explosion technologique en ophtalmologie, elle vient de ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire l'explosion de la puissance informatique. Gordon Moore, qui est le fondateur d'Intel, avait prédit l'explosion de la puissance informatique et aujourd'hui, il faut savoir que la puissance des serveurs informatiques, elle est multipliée par 1 milliard tous les 31 ans. Par 1 milliard tous les 31 ans. Et en ophtalmologie, on a besoin d'énormes capacités informatiques. Dans la rétine artificielle pour reconstituer les images, dans les lunettes intelligentes pour reconstituer une image, dans le séquençage ADN pour reconstruire le paysage génétique de l'anomalie génétique. Et il faut savoir que le séquençage ADN complet d'un malade qui a une anomalie de la rétine, cela représente 10 000 milliards d'informations par malade. 10 000 milliards d'informations par malade. Seule une très grande puissance informatique permet d'analyser ces données et demain de corriger l'anomalie par thérapie génique. Une autre révolution en ophtalmologie est l'arrivée des sciences cognitives, des neurosciences et de l'intelligence artificielle, avec le développement de systèmes experts comme Watson d'IBM, qui demain aidera à comprendre les maladies de la rétine et à mieux les traiter. Ces technologies vont aussi permettre d'orienter les malades et de les assister. L'intelligence artificielle, embryonnaire aujourd'hui, permet de fabriquer des voitures sans conducteur qui, demain, vont permettre aux aveugles d'avoir une voiture sans personne pour les aider. La Google Car, la voiture qui se conduit toute seule, est fondamentale pour la mobilité de l'aveugle qui, demain, pourra tout seul aller de Paris à Lyon dans sa voiture. Il n'y a pas que la correction des anomalies qui est importante en ophtalmologie, il y a aussi l'autonomie que la robotique va apporter aux malades. Et Google est très en pointe là-dessus, puisque vous savez que Google est le leader mondial de la robotique et possède la quasi-totalité des grandes entreprises mondiales de robotique. Bien sûr, à côté de ce paysage optimiste, il faut mettre des bémols. Nous avons une course de vitesse entre la technologie qui progresse, mais en même temps l'explosion des cas de cécité liés au vieillissement. Et vous savez bien que la dégénérescence maculaire liée à l'âge va faire des ravages dans les décennies qui viennent. Nous avons une course de vitesse entre la technologie et la démographie. Bien sûr, les technologies dont nous parlons vont être accessibles d'abord en Occident avant l'être dans les pays de développement, mais dans nos pays aussi, il y a des goulets d'étranglement, notamment en génétique. Tout le monde n'a pas le diagnostic génétique qu'il devrait avoir dans l'ensemble du territoire français et européen, parce qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologues qui savent analyser les données génomiques et parce que la sécurité sociale est en retard dans notre pays en matière de remboursement des analyses génétiques. Je ne parle pas des analyses ponctuelles, mais des lectures de tout le génome pour comprendre les maladies de la rétine complexes. Évidemment, ce calendrier technologique va être injuste. Il y a des gens qui vont bénéficier de la technologie, il y a des gens qui ne vont pas bénéficier de la technologie et qui vont perdre leurs yeux avant que ces technologies arrivent. On a vu cela avec le sida. Il y a des gens qui sont morts quelques mois, quelques semaines avant l'arrivée des trithérapies.
Et vous savez bien qu'aujourd'hui, on ne meurt presque plus du sida. Et l'espérance de vie des gens atteints du sida est la même que l'espérance de vie des gens qui n'ont pas le sida, moins 2 ans. En ophtalmologie, malheureusement, certains des malades auront perdu leur vue avant que les cellules souches et la thérapie génique soient opérationnelles. Et c'est profondément injuste. Aussi, ces technologies sont en train de faire arriver des charlatans, des charognards, des gens malhonnêtes, des margoulins de la technologie. J'ai personnellement vu à Bruxelles un de ces margoulins provenant d'un pseudo-institut russe qui vendait pour des milliers de dollars des solutions technologiques, des peptides soi-disant guérissant 100% des rétinopathies pigmentaires, ce qui est un mensonge affreux et qui exploitait la misère des gens, qui exploitait l'espoir des malades, l'espoir des parents. C'est ignoble. Avec ces nouvelles technologies, il y aura des nouveaux charognards, il y aura des nouveaux bargoulins, il y aura des nouveaux malhonnêtes. Et il est fondamental d'aider les gens à éviter de rencontrer ces gens malhonnêtes. Également, nous allons avoir des problèmes éthiques. Certains considéreront que l'œil artificiel, la rétine artificielle, rapproche trop l'homme d'un homme bionique et qu'il faut y mettre des limites. Ce que je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux un homme bionique que d'être aveugle. Également, le séquençage ADN prénatal va permettre, par une technologie nouvelle qui permet de connaître tout l'ADN du bébé au tout début de la grossesse, va permettre de repérer les anomalies génétiques de l'enfant pouvant conduire à des cécités, et des problèmes éthiques très importants vont se poser. Faut-il faire comme on l'a fait pour la trisomie 21, où 29 trisomiques sur 30 dépistés sont avortés? Ou faut-il accompagner les enfants qui ont une cécité, ne pas faire d'avortement et espérer plus tard que la technologie va permettre de guérir leur cécité? Ça va être un problème éthique très complexe et très lourd pour les médecins, mais surtout aussi pour les parents. Des technologies permettant la sélection des embryons et permettant d'éviter d'avoir des enfants qui ont certaines anomalies génétiques se développent. Et vous avez là notamment le brevet déposé par 23andMe, qui est une filiale de Google, sur la sélection des bébés pour faire des bébés à la carte ayant certaines caractéristiques génétiques. Nous sommes à la veille, en ophtalmologie, dans les maladies de la rétine, mais aussi dans l'ensemble de la médecine, de redoutables questions éthiques dans les décennies qui viennent. Nous sommes à la veille de technologies qui vont beaucoup apporter d'espoir et qui vont beaucoup rendre de services et réduire le nombre de gens aveugles dans les décennies qui viennent. Bien sûr, il ne faut pas donner de faux espoirs. Il n'y a rien de plus affreux que d'espérer un traitement prochain qui n'arrive pas. Dans les années 90, on a donné trop d'espoir, trop tôt, en matière de myopathie. Et on voit bien que guérir la myopathie est beaucoup plus tardif, beaucoup plus compliqué qu'on l'avait annoncé en 1990. Il ne faut pas aujourd'hui faire avec les gens qui perdent la vue la même chose. Il faut des espoirs raisonnables. Oui, nous allons faire reculer la cécité d'ici 2030, mais malheureusement, il y aura encore des gens qui vont perdre la vue, même si le dévouement des scientifiques et des ophtalmologues qui traversent ce sujet-là est tout à fait extraordinaire. Et pour ma part, j'ai une admiration profonde pour tous les gens qui font avancer cette science. Je vous remercie. Merci, toujours aussi passionnant, Laurent Alexandre.